Le 6 novembre 2010, Isabelle Hachi de la presse écrit un article concernant l'impact de la crise d'amiante dans la petite ville d'Asbestos. Elle explique aussi l'espoir qu'évoquait l'amiante pour la population du Québec. Ceci m'a forcé à me demander comme question quelles ont été les différentes sources d'activité économique au Québec à partir de 1867 et comment se sont-elles développées. Je parle bien sûr du bois, de l'hydroélectricité, de l'agriculture et des mines. Aujourd'hui, je répondrai à cette question en interviewant différents représentants de ces secteurs concernés. Mesdames et messieurs, bienvenue à Histoire QC. Je m'apprête à interviewer le responsable de Compagnie minière Québec-Cartier, M. Louis Belair. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes M. Belair? Oui, vous devez M. Xiao? Oui. Oui, j'ai reçu votre appel. Oui. Alors, comme vous savez, l'équipe de Histoire QC et moi aimerions vous poser des questions concernant l'industrie minière du Québec. Oui, bien sûr, allez-y. Et plus précisément, je parle des événements après la signature de l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867. Eh bien, c'est en 1880 que le Québec adopte sa première loi sur les mines, l'Acte général des mines du Québec. Et que fait cette loi exactement? Cet acte attribue au gouvernement la propriété du sol. Il devient propriétaire de toutes les mines sur son territoire. Puis, il les distribue par la suite à d'autres compagnies. Pouvez-vous me décrire d'autres événements marqueurs? Oui, en 1903, on a découvert l'amiante dans le secteur de Chibougamau. Mais c'est en 1905 que cette région est considérée comme une région minière potentielle pour l'amiante. Oui, en parlant d'amiante, je suppose que vous êtes au courant de la situation de la ville d'Asbestos en ce moment. Oui, j'ai été très surpris en lisant les rapports qui m'indiquaient les nombreux dommages que l'amiante causait à la santé. Mais c'est un bon exemple de l'importance de l'industrie minière au Québec. Vous n'avez qu'à regarder les nombreuses répercussions économiques que ces villes subissent afin de comprendre. D'accord, mais il y a sûrement eu une importante période d'industrialisation dans l'histoire du domaine minier du Québec. D'après vous, quand est-ce qu'elle a eu lieu? Je dirais que c'est en 1920 que l'industrialisation minière prend véritablement son envol. Cette croissance de l'industrie minière, conjuguée à une expansion industrielle importante, fait en sorte que le Québec est appelé à pourvoir aux demandes de minerais dans les régions les plus industrialisées d'Amérique du Nord. Après la Seconde Guerre mondiale, le premier secteur à connaître un essor est celui de l'amiante, suivi de ceux du cuir et du fer. Par la suite, les périodes de 1922 à 1945 et de 1955 à 1965 marquent la découverte et la mise en exploitation de plusieurs mines. On la surnomme le boom minier. Alors merci beaucoup M. Belair pour votre temps plaisir. et bonne chance avec votre compagnie. Merci beaucoup. Bonne chance avec votre reportage. Merci beaucoup. Alors, je m'apprête à interviewer un des représentants de l'industrie de l'agriculture, mais ça fait à peu près 20 minutes que je... Désolé pour mon retard, mais j'avais des problèmes avec un de mes autres clients. Ah, pas de problème, monsieur. Alors, vous êtes M. Xiu? Oui, et vous êtes Monsieur Dion? Oui, alors, je vais vous poser des questions à ce qu'on voit dans votre bureau. On peut s'asseoir ici. Ici? Ouais, parfait. D'accord. Alors, comme je l'ai déjà dit dans mon message, je vais tout simplement vous poser quelques questions sur l'histoire de votre industrie. Oui, je suis au courant. Allez-y. Alors, pour vous placer dans le contexte, on est en 1867 et on vient de signer l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Pouvez-vous me décrire un peu ce qui arrive dans le domaine agricole? Eh bien, la production agricole brute du Québec s'élève à 21 millions de dollars, soit seulement 60% de la production de l'Ontario. Les fermes en voie de modernisation, tout comme les fermes traditionnelles, ont la charge de plus d'enfants qui ne peuvent en nourrir. Et la pauvreté générale incite des milliers d'habitants à s'installer dans les villes du Québec. Alors, on subit déjà le phénomène de l'urbanisation?
Oui, en quelque sorte. Alors j'imagine que l'aliment le plus cultivé pendant cette période est le blé. Oui, mais à la fin du 19e siècle, l'agriculture du Québec connaît une augmentation de la superficie cultivée et de la productivité, et on délaisse la culture du blé pour se tourner vers l'industrie laitière et l'élevage. Et pouvez-vous m'en développer un peu plus sur l'importance de ces produits? Vers 1900, des laiteries, des fromageries et des beurreries s'ouvrent près des villes et des voies ferrées, notamment dans la plaine montréalaise et dans les cantons de l'Est. L'industrie laitière constitue alors le principal secteur agricole. Elle se mécanise au champ comme à l'usine, et l'industrie comprend de plus en plus d'hommes à mesure que les produits de la ferme se transforment en usine. À la fin du siècle, le Québec produit 3,6 millions de kilogrammes de fromage, soit 8 fois plus qu'en 1851. Je vois. Et quel a été l'impact amené par la Première Guerre mondiale? Vers 1920, l'agriculture ne représente déjà plus que le tiers de l'économie québécoise. La Première Guerre mondiale attire des entreprises qui ouvrent de nouveaux marchés et contribue à transformer l'économie québécoise, jusqu'ici agricole, en une économie industrielle. Dans les années 20, les terres du Québec s'épuisent de nouveau par manque de fertilisants dû à l'absence de crédit. C'est à ce problème, ainsi qu'à d'autres, que s'attaquent les organisations politiques d'agriculteurs comme l'Union catholique des cultivateurs, fondée en 1924. Et qu'est-ce qui arrive pendant l'après-guerre? Comme tous les agriculteurs canadiens, les cultivateurs québécois souffrent beaucoup pendant les années 30. Pendant cette décennie, le revenu des fermiers diminue beaucoup plus que celui des citadins. Et que se passe-t-il avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale marque le retour en force de l'agriculture commerciale. Ensuite, l'après-guerre se caractérise par la diminution en nombre des fermes et de la population rurale, ainsi que par l'augmentation de la taille moyenne des propriétés agricoles. Je vois, c'est très intéressant. Mais, monsieur, je sais que vous avez beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps presse. Alors, au nom de l'équipe Histoire QC, j'aimerais vous remercier pour votre temps. Pas de problème. Et merci beaucoup. En parlant d'agriculture, j'aimerais prendre ce moment pour discuter d'une action citoyenne que chacun d'entre nous pouvons faire. Il s'agit d'acheter des produits locaux. Vous êtes sûrement familier avec le phénomène de la mondialisation. Il est de plus en plus facile d'obtenir des produits des pays étrangers à un très bas prix. Par contre, cela a pour effet de concurrencer les produits québécois. Et même le gouvernement du Québec s'en est rendu compte. Alors, comme le dit si bien l'annonce, mettez du Québec dans votre assiette. Nous nous apprêtons à interviewer le représentant de la compagnie Abitibi Consolidated, une des compagnies les plus anciennes et les plus puissantes au Québec dans l'industrie forestière. Allons-y. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Wang? Oui, bien sûr. Vous êtes Monsieur Girard? Oui. Alors, comme vous savez, je représente l'équipe de l'Histoire QC et on est venu vous poser des questions. Ah, faites comme chez vous. Alors, on peut le faire ici. Ah, bien sûr, bien sûr. Installez-vous. Alors, pour commencer, à quand remonte le début de l'exploitation forestière au Québec? Faudrait être plus précis, monsieur, sinon je pourrais en parler pendant des jours et des jours. Oh oui, vous avez raison. Eh bien, l'Histoire QC et moi, nous visons plus particulièrement vers les années 1867, après la signature de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Ah, dommage. Je vous aurais parlé des guerres napoléoniennes. C'est un événement très important pour l'industrie forestière au Québec. Ah ben, dans ce cas-là, on pourrait faire une petite exception. Parlez-moi un peu de ces guerres-là. Ah, ben c'est parfait, voyez-vous. L'industrie du bois prend vraiment son essor lors de ces guerres vers les années 1806. Elle se développe rapidement pour répondre à la demande considérable de la Grande-Bretagne qui était coupée de ses fournisseurs habituels à cause du blocus de Napoléon. L'industrie forestière connaîtra un essor jusqu'en 1846, lorsque le Canada expédie environ 750 000 chargements par an. Par la suite, elle sera en déclin jusqu'à la Première Guerre mondiale. D'accord, je vois. C'est très intéressant. Mais maintenant, revenons à la période de temps concernée, en 1867. Que se passe-t-il? Eh bien, vers ces années-là, la valeur totale du bois exporté par la province du Canada atteint presque 7 millions de dollars et la Grande-Bretagne demeure le principal importateur. Ce n'est qu'en 1905,
avec des exportations de quelques 18 millions de dollars que le commerce des produits forestiers avec les États-Unis représente plus de la moitié de la production canadienne. Nous savons tous que l'industrie des pâtes et papier est née grâce au bois. J'ai fait mes recherches et j'ai découvert qu'il y a actuellement 140 usines de pâtes et papier au Canada. De plus, notre pays se classe en première place dans l'exportation de ces produits. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur l'histoire de cette industrie? Tout au long du 19e siècle, l'industrie est surtout orientée vers le marché intérieur pour répondre aux besoins toujours croissants des Canadiens. À mesure que l'alphabétisation se généralise et que les activités commerciales et industrielles s'intensifient, les besoins des Canadiens en papier d'écriture et d'emballage augmentent. Un grand nombre de nouvelles usines sont construites le long des Grands Lacs, Saint-Laurent et de ses affluents, ainsi que dans les maritimes. Et quand est-ce que le Canada décide d'exporter dans le monde ses produits de pâte et papier? L'entrée du Canada sur le marché mondial de la fabrication du papier sera favorisée par les deux événements rapprochés. Le premier au cours des années 1890 et au début des années 1900 est l'interdiction faite par les gouvernements provinciaux d'exporter le bois à pâte provenant des terres de la couronne. Le second est l'abolition en 1913 des droits de douane imposés par les États-Unis sur le papier journal. Cette nouvelle tournure entraîne des investissements massifs dans l'industrie canadienne des pâtes et papiers destinés aux marchés internationaux et la met sur la voie qu'elle suit depuis. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Canada est déjà le plus grand exportateur de pâtes et papier au monde. Alors, merci beaucoup, M. Wang, pour cette entrevue très informative pour nos auditeurs et bonne chance avec votre compagnie. Ouais, vous aussi avec votre émission. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons bientôt rencontrer M. Jacques, le dirigeant du siège social d'Hydro-Québec à Montréal. Bonjour, Bonjour. c'est M. Jacques. Oui, et vous, monsieur Zéro? Ah oui, on a parlé. Ouais. Alors, comme vous savez, je viens au nom de l'équipe de Histoire QC et je vais vous poser quelques questions concernant l'histoire d'Hydro-Québec. D'accord. Alors, ici, Oui. Commençons. tout d'abord, quand est-ce qu'on a découvert le potentiel de l'hydroélectricité? En 1878, à l'Exposition universelle de Paris, le monde découvre un nouveau mode d'éclairage, l'éclairage électrique. Dès lors, au Québec, comme partout dans le monde, la concurrence est vive entre le gaz et l'électricité. Les diverses entreprises d'électricité en viennent à se disputer les contrats d'éclairage des rues. Question de rentabiliser rapidement la mise en place d'un réseau de distribution. Parmi les centaines d'entreprises qui voient le jour, quelques-unes seulement émergeront pour former de puissants monopoles locaux. À Montréal, la Montreal Light, Heat and Power Company. Alors, puisque la compagnie d'Hydro-Québec n'existait pas encore, quand est-ce qu'elle fut créée? C'est le 14 avril 1944, après la fermeture de la bourse, que le gouvernement libéral d'Adélard Godbout adopte la loi établissant la Commission hydroélectrique de Québec. Cette loi exproprie tous les biens meubles et immeubles servant à la production, à la transmission et à la distribution de gaz et de l'électricité, de la Montreal Light, Heat and Power Consolidated et de ses filiales. Telle fut la naissance de la nouvelle société d'État Hydro-Québec. C'est aussi ce qu'on appelle la première nationalisation de l'électricité. Et quelle a été la cause de cette nationalisation? Après la crise économique de 1930, Alexandre Taschereau mène une commission d'enquête qui dénonce certaines pratiques des entreprises d'électricité, mais n'est pas en faveur de la nationalisation. Plus tard, lorsque Godbout sera porté au pouvoir, il dénonce l'inefficacité de ce système privé dominé par des intérêts anglophones qui ont pour conséquence de ralentir le développement industriel. Il qualifie les agissements des monopoles de dictature économique crapuleuse et vicieuse. C'est donc après quelques difficultés que le monopole de l'électricité appartient finalement à l'État. Vers quelles années direz-vous que Hydro-Québec connaît ses premières réussites? Je dirais que c'est entre les années 1945 et 1959. La croissance de la demande d'électricité est stimulée par la prospérité de l'après-guerre. Hydro-Québec améliore la fiabilité de son réseau de transport et de distribution.
laissée en piètre état par la Montreal Light, Heat and Power. Elle poursuit l'aménagement de la centrale de Bois-Amournois et de la rivière Betsiamit sur la côte nord. Elle entreprend enfin la construction de la centrale de Carillon dans la partie sud de l'Outaouais. Tout au long de cette période, Hydro-Québec étend graduellement son champ d'action au-delà de la région de Montréal, à la demande du premier ministre Maurice Duplessis. Diriez-vous que Hydro-Québec fait beaucoup de profit? Je ne suis pas sûr des chiffres, mais je sais qu'en 2002, nous avons atteint un bénéfice de plus de 1 milliard. Merci beaucoup, Monsieur Jacques, pour votre temps. Ah, ben c'est un plaisir. Et à la prochaine fois, peut-être. Ah oui, peut-être. Bonne chance avec votre émission. Merci. Au revoir. En conclusion, les principales sources d'activité économique au Québec sont l'agriculture, les mines, le bois et l'hydroélectricité. Ces secteurs se sont développés au fil du temps grâce à différents événements marqueurs tels que la première phase industrielle au Canada. En effet, entre 1867 et 1926, lors de l'adoption du libre-échangisme, le Québec connaîtra le phénomène du capitalisme industriel. Ainsi, en voulant répondre aux besoins grandissants de la population, les secteurs de l'alimentation, du textile, du fer, de l'acier, du matériel ferroviaire et du bois vont grandement se développer. Ceci conclut notre reportage de cette semaine. Revenez la semaine prochaine, lorsque nous discuterons de l'histoire du combat pour les droits des femmes au Québec. Au nom de l'équipe d'Histoire QC, merci et à la prochaine.